Alto Subarco, arrête ton bateau. Voici un garde-côte des États-Unis qui fait quelque chose qui défie toute logique maritime. Il saute d'un bateau de poursuite lancé à grande vitesse, traverse l'eau à découvert pour atterrir directement sur la coque glissante d'un sous-marin en mouvement. Il dispose de 60 secondes pour forcer l'écoutille avant que l'équipage n'active les vannes, coulant volontairement la cargaison de plusieurs millions de dollars au fond de l'océan. Mais cette cascade n'est même pas la partie la plus folle de l'opération. Ce sous-marin artisanal du cartel a réussi à contourner le réseau de surveillance maritime le plus avancé au monde. Pour arriver ici, quelque part dans l'est du Pacifique, à des centaines de kilomètres des côtes, un navire glisse à travers les vagues de l'océan. C'est un narco sous-marin. À l'intérieur de ce tube en fibre de verre de 12 mètres, soit 40 pieds, se trouvent 7700 kilos, soit 17 000 livres de cocaïne, d'une valeur de près d'1/4 milliard de dollars. Difficiles à détecter, ces navires insaisissables sont utilisés par les cartels pour transporter des stupéfiants sur de longues distances, la plupart atteignant leur destination sans jamais être repérés. Mais celui-ci s'est aventuré dans une mauvaise zone, une zone surveillée par les gardes-côtes des États-Unis, et il était maintenant suivi à la trace. Capturer un de ces sous-marins semble simple, mais les localiser relève d'un vrai casse-tête mathématique. L'armée américaine dispose d'un réseau de surveillance unique, avec des radars traquant les missiles supersoniques et des satellites capables de lire une plaque d'immatriculation depuis l'espace. Cependant, un syndicat de contrebande dans la jungle, utilisant fibres de verre bon marché et moteurs diesel, a réussi à le contourner. Ces embarcations sont difficiles à attraper, la garde côtière leur donnant des surnoms comme Bigfoot ou la baleine blanche, car on en voit rarement en pleine mer. Malgré les radars et équipements puissants de la garde côtière, traquer ces sous-marins furtifs reste un défi majeur. L'océan Pacifique oriental s'étend sur des millions de kilomètres carrés, soit à peu près la taille de l'ensemble des États-Unis continentaux. Sécuriser une zone si vaste, c'est comme si quelques voitures de police voulaient aller patrouiller tout le pays. Avec une telle étendue d'eau à surveiller, il est facile pour les trafiquants de passer inaperçus. Les sous-marins sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie, même si leur nom contient « sous ». Ces navires sont techniquement des semi-submersibles. Les ingénieurs les conçoivent de façon à ce que 90% de leur masse se trouve sous la ligne de flottaison, cachée sous les vagues, avec pour seule partie émergente un minuscule cockpit fortement blindé et un tuyau d'admission d'air. Le dessus des sous-marins est souvent peint en bleu ou gris pour se fondre dans les vagues de l'océan. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Leur silhouette basse et la fibre de verre réduisent leur signature radar, si bien que les ordinateurs militaires les prennent pour des vagues scélérates. En plus de cela, les narcos sous-marins se déplacent lentement dans l'eau, beaucoup atteignant à peine une vitesse maximale de 10 nœuds à 11,5 miles par heure ou 18,5 km à l'heure. Bien que cela signifie qu'il leur faut plusieurs jours pour atteindre leur destination, cela veut aussi dire qu'ils se déplacent discrètement. Vous pouvez patrouiller en pleine mer pendant toute une carrière sans jamais voir la moindre ombre glisser le long de votre coque. Et historiquement, les gardes-côtes n'interceptent qu'environ 11% de ces navires. Mais lors de ce trajet précis, en juin 2019, l'armée a eu de la chance. L'équipage, entassé dans l'espace exigu de ce narco-sous-marin, pensait que ce serait un voyage sans incident à travers l'océan. Ils s'attendaient à arriver à destination sans être repérés et indemnes. Ils ignoraient qu'un avion de surveillance à haute altitude avait brièvement repéré leur sillage. L'armée ne recherchait pas la silhouette d'un navire, mais utilisait des caméras infrarouges pour suivre la chaleur des gaz d'échappement du sous-marin dans l'océan glacé. Après avoir détecté l'anomalie thermique, l'avion a informé les équipes de la garde côtière américaine. Le Monroe est resté hors de vue, pour que les moteurs puissants du navire ne soient pas entendus. Les gardes-côtes devaient approcher discrètement le sous-marin, tout en envoyant un hélicoptère et 2 petites embarcations pour surveiller et intercepter le navire. Ils n'avaient pas une minute à perdre, car ils étaient en course contre la montre. Le protocole du cartel impose qu'en cas d'approche d'un bateau militaire, l'équipage ouvre aussitôt les vannes de sabordage interne. Le sous-marin est rapidement inondé, précipitant la cargaison de plusieurs millions de dollars et l'épreuve vers les profondeurs de l'océan. Outre le risque de couler leur sous-marin, les équipages de contrebande sont souvent armés. C'est une situation dangereuse, et les membres de la garde côtière n'ont que quelques minutes au maximum pour appréhender l'équipage. Alors que les bateaux d'abordage surgissent soudainement et s'approchent du sous-marin, un officier armé de la garde côtière crie en espagnol « Alto su barco, arrêtez votre bateau !» Il n'obéit pas.
La garde côtière doit donc tenter une manœuvre d'abordage audacieuse. Munis de pistolets et de lunettes de vision nocturne indispensables pour voir, dans la coque sombre du sous-marin, 3 gardes-côtes descendent discrètement de leur bateau et sautent sur la coque mouillée du narco-sous-marin en mouvement. Un des abordeurs court vers l'écoutille, la frappe et ordonne à l'équipage de sortir. Le choc de cette embuscade paralyse l'équipage. N'ayant plus d'option, les trafiquants ouvrent l'écoutille et lèvent les mains. Ils n'ont pas eu le temps de réagir et ont préféré partir en vie, plutôt que de risquer de couler avec leur navire. L'opération a été un succès. 17 000 livres, soit 7 700 kilos de stupéfiants, ont été saisis. Les 5 membres d'équipage sont en garde à vue. Et l'armée avait pris 250 millions de dollars directement au cartel. Les autorités pensaient avoir coupé les lignes d'approvisionnement du Pacifique et remporté la victoire. Cependant, cette victoire militaire n'a pas mis fin au conflit. Elle a seulement contraint les cartels à chercher une solution technique face au Pacifique verrouillé, si insensé que les autorités ne l'ont jamais anticipé. Si les cartels ne pouvaient pas envoyer leurs sous-marins vers le nord à cause du réseau naval américain, ils devraient traverser l'Atlantique vers l'est. Les narcos-sous-marins relient souvent l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord via des routes secrètes depuis la Colombie, le Venezuela ou l'Équateur, par l'océan Pacifique ou la mer des Caraïbes vers l'Amérique centrale, le Mexique ou les États-Unis. Pour traverser l'Atlantique en plusieurs semaines, l'équipage d'un sous-marin devrait survivre à 3500 miles, 5600 km, d'océans imprévisibles, éviter les cargos et affronter de violentes tempêtes, enfermés dans un tube exigu artisanal. Cela paraissait impossible. Pourtant, au cœur de la jungle amazonienne brésilienne, des ingénieurs du cartel construisaient un navire dans un chantier naval de fortune sous la canopée. Conçu précisément pour cela, ils baptisèrent le nouveau sous-marin le Shea. Avec plus de 21,5 mètres de long, soit plus de 71 pieds, ce semi-submersible gris furtif était une pièce d'équipement imposante, mais il n'avait pas été conçu pour la survie humaine. Un sous-marin nécessite beaucoup de carburant pour traverser un océan. Alors, les ingénieurs du cartel ont entassé 5300 gallons, soit 20 000 litres de carburant diesel inflammable, dans la coque en fibre de verre non blindée. Ensuite, ils ont dû caser la cargaison. 6600 livres, soit 3000 kg de cocaïne, valant bien plus de 100 millions de dollars pour propulser tout ce poids. Pour traverser 3500 miles, soit 5600 km d'eau, ils ont installé un moteur diesel industriel très puissant. Une fois le carburant, la drogue et le moteur installés, il ne restait pratiquement plus de place pour les êtres humains qui devaient le piloter. L'équipage a dû se serrer dans une cabine étroite et oppressante à l'arrière du navire. Il y avait juste assez de place pour qu'une personne puisse s'asseoir aux commandes, tandis que 2 autres pouvaient s'allonger à plat sur le sol. Il n'y avait ni toilette, ni lit, seulement une bouche d'aération au-dessus d'eux pour éviter la suffocation. Piégés dans un cercueil scellé et sombre, ils étaient assis près d'un moteur diesel rugissant et non isolé, qui consumait l'oxygène et laissait pénétrer des fumées toxiques dans leur cabine. Le cartel cherchait un équipage assez désespéré pour supporter cette torture psychologique, et ils l'ont trouvé. Agustín Álvarez, un ancien champion espagnol de boxe amateur âgé de 31 ans, s'est vu offrir une somme qui allait changer sa vie, pour monter à bord du CHE et le piloter à travers l'Atlantique, aux côtés de UX cousins équatoriens. Atteindre la côte de Galice, au nord-ouest de l'Espagne, garantirait leur avenir. Alors, le 29 octobre 2019, ils ont scellé l'écoutille, quittant le bassin de l'Amazone et s'aventurant dans les eaux traîtresses de l'Atlantique. Ce qui a suivi fut une épreuve d'endurance humaine de 27 jours. Coincés dans leur minuscule compartiment étouffant, les 3 hommes travaillaient par quarts épuisants de 8 heures. Ils devaient rester très concentrés, car une erreur de calcul pouvait les égarer à des centaines de kilomètres dans l'océan. Ils disposaient seulement d'eau en bouteille, de riz froid, de sardines et de barres énergétiques, sans installation sanitaire à bord. Ils utilisaient des sacs en plastique pour aller aux toilettes, les entassant dans la cabine surchauffée. Jour après jour, les hommes enduraient le vacarme assourdissant et constant du moteur, piégés dans l'obscurité avec l'odeur nauséabonde du diesel brut, de la nourriture pourrie et des déchets humains. Et puis le temps a tourné. Au cours de leur traversée qui a duré près d'1 mois, le Shea a été frappé par 3 tempêtes océaniques distinctes et brutales. Enfermés dans une boîte sombre en fibre de verre, ils suffoquaient à cause des émanations, tandis que des milliers de tonnes d'eau de mer en furie ébranlaient leur embarcation. Ils ne pouvaient ni faire surface ni appeler à l'aide. Malgré tout cela, ils ont réussi à naviguer sur les 3500 miles, soit 5600 km, arrivant au large des côtes rocheuses de l'Espagne.
Leur plan était d'attendre au large, contacter des bateaux de pêche du cartel, décharger la cocaïne, puis couler le navire en ouvrant les vannes de sabordage. Mais l'océan Atlantique leur réservait un dernier piège. Les eaux au large de l'Espagne étaient si agitées que les petits bateaux de pêche ne pouvaient approcher le sous-marin pour transférer la drogue. À court de carburant et sans autre option, Alvarez a passé un appel désespéré à de vieux amis d'enfance sur le continent, les suppliant de venir l'aider à ramener la cocaïne à terre. C'était une erreur fatale. Alors qu'Alvarez et son équipage souffraient dans l'obscurité, un réseau de renseignement multinational surveillait les anomalies régionales. Les forces de l'ordre des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal attendaient qu'ils passent à l'action. Lorsque l'équipage s'est finalement rendu compte que la police se rapprochait, ils ont ouvert les vannes de sabordage pour couler le navire et se sont jetés dans l'eau glacée pour nager jusqu'à la côte rocheuse. Les 2 Équatoriens ont été arrêtés aussitôt. Épuisés par le voyage, Alvarez a réussi à gagner la terre ferme et à se cacher 5 jours dans une maison abandonnée avant d'être retrouvé par les autorités. Les 3 hommes ont écopé de 11 ans de prison. Et les autorités ont remonté le sous-marin coulé du fond de l'océan, récupérant toute la cocaïne. Mais les cartels surveillaient attentivement, et cet échec transatlantique leur a appris quelque chose. La conception du sous-marin n'a pas échoué. La fibre de verre a tenu, le moteur a survécu aux 5600 km, et la conception furtive a permis d'éviter la détection pendant près d'1 mois. Le seul défaut du cartel résidait dans les limites physiques et mentales des êtres humains qui le pilotaient. Les humains se fatiguent, les humains passent des appels désespérés, et des humains épuisés commettent des erreurs opérationnelles catastrophiques. Voyant les millions perdus, les ingénieurs du cartel se sont simplement demandé « Et s'ils supprimaient totalement la présence humaine ?» En supprimant l'élément humain, les cartels pouvaient résoudre toutes les vulnérabilités opérationnelles auxquelles ils étaient confrontés. Un équipage humain a besoin de nourriture, d'eau et d'air respirable. Ils exigent une cabine exiguë qui occupe un espace précieux à l'intérieur de la coque. Ils exigent des paiements importants pour risquer leur vie. Mais surtout, un équipage humain constitue un risque de fuite d'informations. Si un contrebandier se fait attraper et interroger par les autorités internationales, il y a toujours un risque qu'il craque sous la pression et révéler les noms des chefs du cartel pour obtenir un accord de plaidoyer. Une machine n'a pas besoin de respirer, une machine ne réclame pas de salaire, une machine ne peut pas être interrogée. Au lieu de payer des hommes désespérés pour traverser l'océan, les syndicats du cartel ont engagé des experts et ingénieurs maritimes pour construire un semi-submersible sans équipage. Ils ont retiré la cabine de l'équipage. Sans le poids humain ni les provisions, le sous-marin pouvait être conçu pour s'installer plus bas dans l'eau. Cela a supprimé une signature radar minuscule et libéré de l'espace pour carburant et cargaison. Mais, faire fonctionner un drone en pleine mer représente un défi d'ingénierie complexe. Un véhicule télécommandé dépend d'un flux de données continu. Pendant longtemps, l'Internet maritime par satellite imposait de grosses antennes en dôme, énergivores, compromettant la furtivité d'un sous-marin. Mais la mise sur le marché des réseaux de satellites en orbite terrestre basse a complètement changé la donne. Un récepteur plat, étanche et de la taille d'une boîte à pizza offre désormais des flux vidéo à haut débit partout sur la planète. Pour remplacer le pilote, ils ont fixé une antenne Starlink plate à la proue de la coque en fibre de verre. Ensuite, ils ont connecté 2 caméras de surveillance au sous-marin. L'une était orientée vers l'extérieur, vers le large, pour surveiller la trajectoire sur l'océan, et l'autre était installée en profondeur dans le compartiment moteur pour garder un œil constant sur les jauges mécaniques. Un opérateur de cartel pouvait, depuis l'Amérique du Sud, contrôler à distance des tonnes de cargaison illégales sur les eaux internationales en toute sécurité derrière un écran. Mais un flux vidéo en direct ne suffisait pas. Quand une forte houle submergeait l'antenne, l'opérateur du cartel perdait la connexion. Les ingénieurs ont alors intégré un logiciel de navigation autonome. Si le signal Starlink était perdu, l'ordinateur de bord prenait le relais, en utilisant des points GPS préprogrammés pour garder le navire sur sa trajectoire, jusqu'à franchir la vague suivante et rétablir la liaison montante. Monter à bord d'un navire sans équipage crée un nouveau défi tactique pour les militaires qui les poursuivent. Si un opérateur de cartel dans la jungle voit un patrouilleur militaire sur la vidéo en direct, il n'a plus à paniquer. Ils peuvent appuyer sur une touche pour lancer un protocole de sabordage numérique, inondant la coque avant même que la marine n'entre en contact avec le bateau. C'était un énorme bond technologique pour les cartels, et en juillet 2025, l'armée a eu un aperçu de cette nouvelle réalité. En observant la mer des Caraïbes, la marine colombienne a repéré un navire gris au profil bas traversant l'océan. Croyant à un narco-sous-marin classique, patrouilleurs et avions ont ciblé les coordonnées.
Les équipes d'abordage se sont approchées à bord de petites embarcations, dégainant leurs armes et exécutant les mêmes manœuvres tactiques que celles utilisées par la garde côtière américaine quelques années plus tôt. En approchant de la coque, ils pensaient en trouver un équipage humain prêt à actionner les vannes de sabordage. Mais quand les marins armés ouvrirent l'écoutille, ils restèrent figés. Personne à l'intérieur, ni contrebandier, ni bouche d'aération, ni sac en plastique occupé. Il n'y avait qu'un modem Starlink, un enchevêtrement de fils, et une cale vide conçue pour transporter 3300 livres, soit 1500 kg de cocaïne. En enquêtant, le renseignement militaire a compris qu'il s'agissait d'un test bêta, pour une nouvelle stratégie de contrebande, et non d'une opération de trafic de drogue ratée. Le clan du Golfe, le plus grand groupe de trafic de drogue en Colombie, effectuait un essai à vide d'un drone autonome. Les trafiquants testaient les capacités d'évasion du drone en mer avant de risquer une vraie cargaison. La marine a saisi le navire, marquant la première fois qu'un narcodrone autonome était capturé dans les eaux sud-américaines. Mais ce ne sera certainement pas la dernière. La première frappe de la garde côtière en 2019 n'a pas mis fin au conflit. Elle a poussé l'opération de contrebande à devenir une flotte navale télécommandée. Les autorités internationales ne traquent plus des contrebandiers désespérés dans des tubes en fibre de verre, mais mènent une guerre asymétrique de drones maritimes contre un syndicat très bien financé. En retirant l'élément humain coûteux de l'équation, les cartels ont fondamentalement changé l'économie de la contrebande. En produisant massivement ces navires bon marché sans équipage, ils pourraient submerger les forces de l'ordre par des tactiques d'essaim. Ils pourraient lancer 10 sous-marins autonomes simultanément. Même si l'armée en intercepte 3, les 7 restants passeront. C'est une course aux armements sur le plan technologique, qui reflète les combats militaires modernes réels. Si un cartel programme un navire sans équipage pour livrer des stupéfiants, une armée d'État peut programmer exactement le même navire pour livrer des explosifs puissants. L'Ukraine a formé l'une des meilleures armées de drones, utilisant des drones navals kamikazes pour détruire des cibles russes comme des navires de guerre et des plateformes pétrolières, que vous pouvez voir en action juste ici dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt sur le prochain champ de bataille.